Salut à tous, les gones, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour partager un petit moment et évoquer l'actu de l'OL, parce que c'est maintenant quasiment la trêve d'ici quelques jours. Il reste le match tout là-haut dans les Hauts-de-France, en Coupe de France, contre l'entente Fény-Aulnois, et j'y serai avec des amis. Et d'ici là, la trêve se profile extrêmement vite, mais il y a plein de sujets à évoquer ensemble, très importants, notamment un qui est le cœur de la vidéo, c'est l'actu économique de l'OL et du groupe Eagle. Alors désolé les gones, je suis encore souffrant, j'ai la voix qui sature un tout petit peu, donc je fais du mieux possible, j'espère que ça restera pour vous malgré tout agréable à écouter et assez audible. En tout cas, ça me tenait à cœur de vous en parler, même si ma voix me limite dans mes capacités. Bref, avant de commencer, n'oubliez pas les amis, comme toujours la même musique, pensez au pouce si vous aimez le contenu, pensez à commenter, pensez à activer la cloche, à vous abonner, je compte sur vous, c'est super important pour faire connaître le contenu au plus grand nombre. Merci par avance les amis. Alors, je reviens au point de départ, on était aux environs du 6 novembre dans mon souvenir, et Eagle Foot publie un communiqué financier sur son site internet et annonce le plan que prévoit donc Eagle pour sauver, entre guillemets, l'OL et passer tranquillement la DNCG. Ce plan, comme on l'a appris quelques temps après, a été retoqué par le gendarme financier français. Alors ça paraissait pas non plus surprenant parce qu'il y a plein de mesures qu'on va revoir après qui étaient relativement hypothétiques, et on le sait, depuis l'affaire Gérard Lopez à Bordeaux, la DNCG est extrêmement vigilante et demande non pas des perspectives, des résultats, mais des provisions. Des provisions. Autrement dit, c'est un raisonnement qui a changé pour la DNCG. Désormais, elle pense a priori et non plus a posteriori. Et ça, il fallait l'intégrer dès le départ. Donc, le plan de John Textor, je vous le remets à l'écran. On était donc début novembre quand il a été publié sur le site Eagle Group sur Internet, avec donc 5 axes clés. Et la vidéo a pour but de voir ensemble si ce plan a avancé et si on est proche d'un dénouement positif, et pour Eagle, et par voie de conséquence pour l'Olympique Lyonnais, qui reste quand même le principal, je le dis encore et encore. Premier axe du plan Textor, il avait promis donc un apport de 75 millions d'euros d'ici fin décembre 2024. Donc là, on y est presque, à quelques jours près, sous la forme de capitaux propres et ou de produits de cession de joueurs détenus par les clubs du groupe Eagle. Donc là, on fait référence directement à Botafogo, et donc il n'y a pas 36 000 joueurs qui pourraient partir là-bas sur des montants assez élevés. Vous les connaissez comme moi, Thiago Almada, évidemment, qui devrait, selon ce qu'il a annoncé récemment, rejoindre nos rangs d'ici le 5 janvier, mais également Luis Enrique, qui est peut-être la plus grosse valeur de l'effectif brésilien, mais également Igor Jesus, que Botafogo avait signé pour, dans mon souvenir, 0, et qui est estimé à peu près, si on se fie aux rumeurs récentes, à environ 30 millions d'euros. Alors pour l'instant, il n'y a rien d'acté, il n'y a aucun joueur qui a été vendu, donc sur cette ligne-là, malheureusement, le constat est simple, on ne peut pas dire que Eagle ait réussi à vendre pour le montant annoncé de joueurs dans la constellation Eagle Football Holding. On n'y est pas du tout, donc là encore, attention, c'est un point du plan Textor qui n'est pas encore rempli. Le deuxième point, Eagle avait promis dans son plan, dans son communiqué financier, un apport d'un montant maximum de 40 millions d'euros de la part d'Eagle Football Holding, provenant de la cession prévue de sa participation au sein de Crystal Palace. Alors là, par contre, on a plein d'informations relativement fraîches et intéressantes, et je vous mets à l'écran un article vraiment intéressant du New York Times, pas plus tard qu'aujourd'hui, vers 15h dans mon souvenir, qui fait un point assez global sur la situation, la vente des titres de Crystal Palace détenus par Eagle et donc John Textor. Et on apprend que grosso modo, John Textor a sous la main 3 offres dont je parlerai après en détail. Alors pour faire simple, il y a maintenant quasiment, je dirais, 6, 7, 8 mois de ça, j'avais eu des échos assez, même carrément valables et très fiables, qui me certifiaient que John Textor espérait à peu près 300 millions d'euros, voire un peu plus, sur la vente des actions Crystal Palace. Et je rappelle que lorsqu'il a acquis les titres Crystal Palace, il y a maintenant quasiment 3 ans et demi, donc on était début 2021 pour être très précis, il les a acquis ces titres à hauteur de 40%, donc il détenait 40%
du capital de Crystal Palace pour un montant d'environ 100 millions d'euros. Il a ensuite passé le cap des 45% au sein du club anglais pour un montant d'environ, là encore, 115-120 millions d'euros. Et le New York Times et The Athletic, conjointement, annoncent qu'on ne serait pas très loin d'un dénouement positif sur la vente des titres détenus par Eagle et John Textor. Alors on est loin du montant prévu, en tout cas espéré, il y a quelques temps, de quasiment 300 et quelques millions d'euros, mais néanmoins l'offre est belle. J'avais eu des échos récemment qui m'avaient dit qu'on serait sur une offre relativement basse. Visiblement, on serait sur des offres aux alentours des 230 millions de livres, ce qui fait 270 millions d'euros. 270 millions d'euros. Donc pour faire simple, grosso modo, John Textor réussirait peut-être, si le process va au bout et que les différentes parties prenantes du contrat rédigent leurs obligations, on parviendrait donc à une vente quasiment x2, 2,5. Ce qui est quand même très très bien vendu pour John Textor. On rappelle qu'il n'a au sein de Crystal Palace pratiquement pas de pouvoir décisionnaire, puisqu'il est avec Parrish, Blitzer entre autres. Ils sont 4 co-investisseurs et les 3 autres ont conclu un pacte d'actionnariat entre eux qui fait que le poids de John Textor est relativement minime en termes de pouvoir décisionnaire. D'où le montant qui paraît élevé, puisqu'en fait ces titres Crystal Palace ont une valeur somme toute assez relative. On apprend dans le New York Times que John Textor aurait sous la main, non pas une, non pas 2, mais 3 offres. 3 offres qui pourraient satisfaire l'Américain sur la vente des titres Crystal Palace. La première offre, elle provient d'un fonds que l'on connaît un petit peu, parce que le nom est sorti dans la presse depuis quelques jours. Il s'agit du fonds d'investissement Sportsbank, qui est un fonds d'investissement dont les fonds, justement, proviennent de sources situées aux Émirats Arabes Unis, mais également du côté des États-Unis. Donc un fonds mené par 2 personnes qui ne sont pas connues dans le monde du foot, pas du tout, d'ailleurs, ce qui peut poser un petit peu quelques questions sur leur crédibilité. En l'occurrence, il s'agit de Zekaria Janjoua et de Nafshir Jaffer, 2 amis qui sont tous 2 supporters de Crystal Palace. Et leur montant, leur offre formulée serait, selon le New York Times, d'environ 270 millions d'euros, une offre qui pourrait donc convenir à John Textor. Et Sportsbank, en l'occurrence, c'est le candidat le plus privilégié par John Textor. Il a toujours été clair, Textor, il a eu l'ambition depuis le départ d'être dans le contrôle de Crystal Palace. Et en fait, depuis le départ, c'est ma conviction, toutes les rumeurs sur Everton, Watford ou encore QPR, les Queen's Park Rangers, pour moi, sont des écrans de fumée. Je pense que le plan A de Textor a toujours été de prendre le contrôle total, ou presque, de Crystal Palace. Et là, il a entre les mains une offre d'investisseurs que je ne connais pas, qui sont assez, pour rester poli, nébuleux, pour faire simple. Et dans ce qu'on peut lire dans l'article du New York Times, ces 2 investisseurs méconnus pourraient non pas acheter les parts de Textor en cash et lui verser, mais plutôt le faire de façon indirecte en intégrant la structure Eagle Football Holdings. Et là, il y a un point qui est assez intéressant pour nous, OL. On sait que dans la structure Eagle Football Holdings, John Textor pèse à peu près, dans mon souvenir, 2/3 des titres, 2/3 du capital. En gros, John Textor détient à peu près 66-70% l'ensemble d'Eagle Football Holdings. Sauf que si un investisseur arrivait dans la structure en apportant quasiment 300 millions d'euros de cash pour appuyer la démarche de Textor auprès de Crystal Palace, et si en plus on introduit les 100 millions d'euros levés sur les marchés financiers américains, peut-être que d'ici quelques mois, l'on pourrait assister, là encore c'est une question de projection de perspective, à un changement de gouvernance au sein de Eagle Football Holdings. Il faudra, les gones, surveiller attentivement, avec beaucoup de vigilance, ce qu'il adviendra de la gouvernance d'Eagle Football Holdings. Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations, je n'ai pas de tuyaux, mais vous me connaissez, je suis extrêmement cartésien et pragmatique. Si je me fie aux faits, une structure capitalistique comme Eagle Football Holdings, dès lors qu'un investisseur puissant l'intègre, à tout moment, par un jeu de gouvernance,
les têtes pensantes peuvent changer. Donc il faudra être vigilant là-dessus. Je pense que les rebondissements au sein d'Eagle n'ont pas fini, d'autant plus qu'on le sait, l'introduction en bourse du véhicule Eagle Football Holdings aura encore plus de succès si dans Eagle Football Holdings, il y a évidemment un club anglais. On le sait, culturellement, le monde anglo-saxon, les Américains adorent la Premier League et ça paraît assez naturel que la levée de fonds se fera avec plus de succès si Crystal Palace intègre la structure Eagle Football Holding indépendamment de Steve Parish ou Blitzer. Ça paraît là encore de la pure logique. Dans le communiqué de l'OL il y a maintenant quelques semaines, dans le plan initial, il était prévu donc un apport d'un montant d'environ 40 millions d'euros sur cette vente de Crystal Palace. Je le dis bien les amis, pour qu'on soit clair là-dessus, n'espérez pas ceux qui pensent que la vente des titres Crystal Palace va renflouer l'OL et va sauver le club. N'y comptez pas, ça va d'abord servir à une chose toute simple, c'est payer Ares Management, qui, on le sait, est très pressant. Depuis quelque temps, on a des échos dans la presse qui expliquent, qui affirment que Ares commence un petit peu à douter, aimerait récupérer une partie de ses billes, et dans les experts du dossier, certains annoncent même que Ares voudrait récupérer un peu plus de 100 millions d'euros d'ici fin décembre, début janvier. Donc, sur le montant total de ce qui sera perçu pour la vente des titres Crystal Palace, une énorme partie servira pas à l'OL, mais à rembourser Ares, qui est le créancier, et Eagle, le débiteur, donc du crédit conclu il y a maintenant un peu plus de 2 ans pour acheter l'Olympique lyonnais. Mais tout ça, comme vous le savez, c'est encore une fois hypothétique. Je rappelle qu'une vente de club ou un rachat de club, selon qu'on est du côté des offreurs ou des acheteurs, c'est un processus extrêmement long. C'est pas comme ça, en claquant des doigts, qu'on pourra conclure une vente d'un gros club anglais. Il y a toute une série de covenants à rédiger. Il faut que les deux co-contractants soient d'accord sur une base contractuelle réciproque et mutuelle. Et il faut en plus, contrairement à la Ligue 1 et le football français, en Angleterre, il y a un processus de vérification qui est extrêmement lourd et lent, puisqu'en Angleterre, on ne peut pas comme ça acquérir un club aussi facilement qu'en France. Il faut des vérifications de documents, de contrats des deux parties. Donc, à mon sens, cette vente des titres de Palace, c'est une affaire de moyen terme, pas de court terme. J'ai un peu de mal à l'imaginer effective d'ici quelques semaines, ça me paraît beaucoup trop rapide. Donc on verra bien, mais là encore, ça reste de l'hypothétique. Comme vous le savez, on l'a vécu nous il y a maintenant un peu plus de 2 ans. La vente de l'OL a été un chemin de parcours assez chaotique, avec des reports multiples pour John Textor et aussi à l'époque avec la concurrence de Foster Gillett. On n'est pas à l'abri qu'avec Palace, ce soit la même donne, un processus plus long, puisqu'il faut, comme je vous l'ai dit, des accords entre les parties qui sont difficiles à rédiger. Troisième axe du plan qu'avait dévoilé Eagle il y a maintenant quelques semaines, un apport d'un montant maximum de 100 millions d'euros début 2025 suite à l'entrée, l'IPO, l'introduction en bourse du véhicule financier qui est Eagle Football Holdings. Alors, pour faire simple, ceux qui ne maîtrisent pas très bien le sujet, une IPO, introduction en bourse, qui est le terme anglais de introduction en bourse, c'est donc un principe tout simple. On va introduire un véhicule qui est en l'occurrence Eagle Football Holdings sur le New York Stock Exchange, qui est le grand marché financier le plus puissant d'ailleurs au monde. C'est la place la plus puissante sur les marchés financiers mondiaux et on va espérer lever des fonds. Et d'ailleurs, on avait appris récemment, il y a quasiment, je crois, 3 semaines, 1 mois, que Eagle avait déjà en pré-IPO, donc avant introduction sur les marchés financiers, avait réussi à lever quelques 40 millions d'euros, dans mon souvenir de promesses, donc conclues avec différents investisseurs. Dans mon souvenir, c'était UCEA, donc UCEA Capital Partners, voilà, une structure qui est un petit peu nébuleuse, pas très connue. Je ne vous le cache pas que, étant un peu du métier quand même, je n'ai jamais entendu parler de cette structure-là, je ne la connais pas très bien. Donc on va apprendre à découvrir, voir si c'est fiable ou pas. Mais en tout cas, sur la table, il y a 40 millions d'euros de promesses liées à l'introduction pré-IPO d'Eagle Football Holdings. Et je rappelle aussi que dans les projections par Eagle et Textor, il était question d'une levée de fonds de plus de 100 millions d'euros, donc en introduction
sur les marchés financiers américains dans le New York Stock Exchange. Ça me paraît pas, pour le coup, je l'admets, ça ne me paraît pas déconnant, parce que si je reprends ce qu'avait fait Textor avec sa première structure phare qu'il avait détenue, qui est Fubo TV, F-U-B-O, plus loin TV, une structure de streaming sportif notamment, à l'époque, il avait en pré-IPO, donc comme là avec Eagle Football Holdings, il avait levé pour Fubo TV à peu près, dans mon souvenir, 55 voire un peu plus millions d'euros, donc un peu plus que pour Eagle Football Holdings, et au final il avait levé lors de l'IPO, dans mon souvenir aussi ça a vérifié, quasiment 140-180 millions d'euros. Là encore je suis quasiment sûr de moi, mais j'ai un petit doute, il faudrait vérifier les archives pour être très très précis, mais grosso modo pour Fubo TV il avait levé à peu près 200 millions d'euros, tout compris. Donc pour ma part, avec Eagle Football Holdings, on a 40 millions d'euros levés en pré-IPO. J'ai le sentiment que ça va le faire et que les 100 millions vont être plutôt bien réussis. Maintenant, la question est toujours la même. Lever des fonds, c'est bien, mais encore faut-il voir qui sont les investisseurs qui vont venir et qui vont acquérir le titre sur les marchés américains, le titre Eagle Football Holdings. C'est un petit peu mon inquiétude, je ne vous le cache pas, parce que des sociétés écrans, des partenaires très connus, mais pas très fiables, ça existe évidemment, mais là encore, on verra bien, je ne maîtrise pas l'avenir, tout au moins pas encore. Quatrième point du plan de Eagle pour redresser la structure OL, c'était la réalisation de cessions de joueurs lors du mercato de janvier 2025. Alors, j'avais eu quelques échos indiscrets à l'époque lors de la conférence de presse de Textor face à la presse française sportive. Il y avait à l'époque l'équipe, le Progrès, RMC était présent aussi. Et on m'avait dit, Mika, dans les projections, alors c'était un peu du off qu'on m'avait glissé à l'oreille, Textor prévoyait de vendre côté Botafogo environ 75 voire 100 millions d'euros de joueurs, parmi lesquels, vous savez bien comme moi, Luis Enrique, Igor Jesus ou Thiago Almada, voire Savarino, qui est convoité aussi en Europe et aussi au Moyen-Orient. Et côté OL, on parlait d'un montant d'environ 55 millions d'euros de ventes joueurs lors du mercato hivernal. Là encore, c'est de l'hypothétique, on ne maîtrise pas les marchés mercato, les marchés footballistiques mondiaux et européens. On verra bien, on a quelques débuts de rumeurs, notamment une qui est tombée aujourd'hui, selon la presse, les échos du côté transalpin, côté italien. Il semblerait que Hoffenheim soit chaud bouillant, tout comme Galatasaray et Beşiktaş et Trabzonspor, sur le cas de Gift Orban. Donc à voir, mais à mon sens, je pense que les 55 millions d'euros que l'OL pourrait lever lors du mercato hivernal pour la vente de joueurs, ça ne me paraît pas déconnant. Pour moi, c'est largement faisable. Si vous cumulez Gift Orban, Diawara, Koumbedi et d'autres que j'oublie, on sera pas loin des 35, 40, 50. Je pense vraiment. Et on n'exclut pas non plus une vente inopinée. Et là, je vais cibler directement un joueur dont je sais, j'ai des échos là encore assez précis d'amis du monde de la presse sportive. Ernest Nuama, par exemple, je n'exclus pas, et beaucoup n'excluent pas non plus, une vente lors du mercato hivernal. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une vente à 15 ou 20 millions, ça ne me paraîtrait pas déconnant pour Ernest Nuama. Donc vous voyez, si je résume les grands axes du plan, si on fait un bilan de ce que je vous dis là, on est sur un plan qui prend forme, avec un succès de Botafogo qui rapporte du cash pour Eagle Football Holdings, une levée de fonds sur les marchés américains qui devrait logiquement apporter là aussi du cash, mais pas sur du court terme, sur du moyen terme. Là encore, patience, j'en parlerai après en conclusion. Et la vente des titres de Crystal Palace qui, elle aussi, devrait apporter pour l'OL du cash, mais pas le montant total, une partie, environ 40 millions d'euros. Et pour finir, la vente de joueurs, donc là encore, mystère et boule de gomme. Est-ce qu'on réussira à vendre les indésirables? D'ailleurs, Pierre Sage a fait un écho sur le sujet assez, je trouve, assez explicite. Je vous cite ce qu'a dit Pierre Sage, pas plus tard que hier en conférence de presse. Le mercato est tellement conditionné par la décision de la DNCG qu'on ne le traite pas comme un temps de développement, mais d'équilibre. Et Pierre Sage conclut en disant, si on n'arrive pas à trouver des solutions extérieures, là je pense qu'il fait référence aux différents plans d'action que j'ai évoqués juste avant, il faudra être bon pour trouver un équilibre dans l'effectif. Comprenez, avec des mots très polissés
et diplomatique de la part de Pierre Sage qu'il faudra trouver des solutions en interne dans la gestion de l'effectif pour trouver un plan qui pourrait satisfaire la DNCG. Car je rappelle que la DNCG, comme je l'ai dit en préambule, statue sur des provisions et non plus des résultats. Or, dans le plan d'Eagle et Textor en 5 points qu'on évoquait juste avant, au moins 3 voire 4 des points sur les 5 sont des points hypothétiques, des projections. On verra d'ici quelques temps, mais en l'occurrence, si je conclus la vidéo par mon point de vue sur le plan d'Eagle et Textor pour, entre guillemets, sauver l'OL et passer la DNCG, à l'instant T, on n'a pas beaucoup bougé en termes de validité, le plan reste un peu hypothétique, mais en termes de progression dans l'aspect factuel, oui, ça avance, et il y a un monde dans lequel, effectivement, le plan de Textor réussit. Il y a un monde, c'est possible. Au point de départ, il y a maintenant 2 mois, ce monde-là de la réussite du plan Textor, pour moi, était probable à hauteur de 5-10%, peut-être 15 ou 20, pas plus. Disons que plus le temps passe et plus la cote de réussite augmente. Maintenant, le seul hic, on le sait, c'est qu'il faut que l'OL soit prêt pour la DNCG au maximum au 30 juin 2025. Pour faire très simple, c'est un contre-la-montre qu'engage John Textor et l'OL face à la DNCG. Et nous, on est pris entre ces feux et il faut espérer un truc, c'est que le plan réussisse pour que l'OL réussisse son passage devant la DNCG et qu'on puisse continuer à être un club ambitieux en Ligue 1. Je dis bien en Ligue 1 et pas en Ligue 2, voire pire. Sur ce, les gones, ciao ciao, allez l'OL toujours. Je pars me soigner parce qu'il faut que d'ici quelques jours, impérativement, je retrouve ma voix parce que je vous réserve plein de contenus qui devraient vous plaire. Ciao ciao.